Le 12 octobre 2025, un convoi de 100 camions fendit le Cerbat, avec des blindés, en tête et des soutes pleines d'essentiels vitaux pour villages et cliniques. Deux chiffres, pourtant contradictoires, dominent la scène. 90 km sous le feu et 60 000 existences desserrées de l'étau. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé une route de deuil en ligne de respiration pour un pays entier et en doctrine tangible plutôt qu'en slogan répété? Sur l'horizon, la poussière rouge ne masquait plus la peur. Elle annonçait la reprise nette du souffle national en marche. Ce récit, fondé sur une doctrine testée, ne promet pas des miracles. Il promet une méthode. Maintenir le flux, isoler les menaces, réparer, recommencer. À la fin, le lecteur saura identifier les indicateurs qui comptent vraiment et juger si le modèle mérite d'être élargi au-delà de Mani. Et surtout, il pourra reconnaître les faux signaux qui grisent sans construire. Pendant des années, la Bogogne-Mani fut décrite comme un cimetière logistique. Carcasses de camions, silence radio, familles bloquées. Le octobre 2025, le protocole change. Avant-garde blindée, équipe de déminage à intervalles fixes, drones de surveillance en orbe constante et cellules de réponse tous les 28 véhicules. Le capitaine, Lynx, impose un rythme régulier. L'imprévu existe, mais il ne dicte plus la cadence. Au cœur de cette orchestration se lit la doctrine voulue par Ibrahim Traoré. Sécuriser l'artère, pas courir après l'ennemi, protéger la circulation, pas collectionner les positions. Ce renversement déplace le centre de gravité. L'objectif devient la continuité de service, mesurable par flux et par temps de parcours. Un convoi utile n'est pas celui qui passe une fois, mais celui qui peut repasser, avec carburant pour hôpitaux, vivres pour cantines, médicaments pour postes de santé. Ce jour-là, la patience l'emporte sur le panache. Halte, sondage, détection, neutralisation contrôlée, puis reprise. Une famille en panne est remorquée à l'encontre des protocoles habituels. Le corridor ne sépare plus civils et soldats. Il les rassemble autant autour d'un but, atteindre Mani. La nuit venue, l'attaque arrive, brève et violente. La formation se mue en hérisson discipliné, fait feu sans dispersion, tient la ligne. Le lendemain, en les villages, longeaient la route comme des balcons. Eau offerte, chant bref, regard qui vérifie si l'état existe encore. À l'arrivée, la symbolique devient opérationnelle. Pont préparé, premières livraisons, radio qui crépite. Un retraité résume l'enjeu. L'état est revenu sur roue. Le message circule, et avec lui un indicateur. Le temps de transit chute, la fréquence des trajets remonte. Dans cette logique, la victoire n'est pas proclamée. Elle se vérifie par la répétition des passages et par la confiance qui suit. Pour guider le lecteur, gardons Lynx comme fil humain. Sa voix basse règle la peur, sa méthode dompte l'imprévu. Il n'est pas présenté en héros de cinéma, mais en chef d'orchestre d'une mécanique fragile. Une faille, l'eau, et tout se fige. Ces décisions concrètes racontent l'impact précoce. Remorquer une famille immobilisée, c'est transformer une colonne militaire en colonne de secours, donc élargir la légitimité du corridor. Réparer une pompe de village, c'est convertir des minutes techniques en heures de confiance publique. Tenir la nuit sans perte, c'est prouver qu'une formation peut être forteresse quand il faut, mobilité quand il faut. À mesure que la route s'ouvre, les premiers signaux faibles apparaissent. Échoppes qui rallument des lampes. Postes de santé qui répertorient des stocks. Enseignants qui reparlent calendrier. Ces indices ne sont pas spectaculaires. Ils sont reproductibles. Le rôle du guide est d'éviter l'excès d'héroïsation et de fixer l'attention sur les gestes qui rendent possible la répétition. Et quand on planifie, on économise la bravoure, ressource rare. Le fil humain n'occulte pas la doctrine, il la rend lisible. Le corridor cesse d'être une ligne sur carte et devient une promesse observable. Des trajets plus sûrs, plus réguliers, plus utiles.
Et c'est ce métronome qui, jour après jour, réapprend aux communautés à compter sur l'État plutôt que sur la chance. L'aube suivante, la chaleur grimpe avant les moteurs. Les hommes vérifient. Un à un, carburant, roues, radio. Le convoi repart, serpent d'acier ondulant sur la terre rouge. La première étape commence. Activation. Les points de coordination se succèdent. 15, 30, 45 km. Chaque halte devient contrôle et respiration. L'ordre reste le même. Trouver, déminer, avancer. Vers le 50e kilomètre, une alerte surgit. Un tas de pierres seul placé. Piège probable. La procédure se déploie sans un cri. Les artificiers s'avancent. Le drone confirme la menace. Explosion contrôlée. Personne ne bouge. Le silence reprend, danse. À ce moment précis, la discipline devient armure. Les images du passage du convoi sont diffusées. Camions rougis de poussière, soldats épuisés, enfants brandissant des tissus blancs. Le récit devient symbole, et la symbolique, moteur politique. Des analystes y voient le tournant de la doctrine nationale, la sécurité par la mobilité. L'idée, souvent moquée, prend chair. En coulisses, la coordination civile-militaire s'étend. Pompes réparées, dispensaires réalimentés, routes secondaires inspectées. Chaque geste pratique prolonge la victoire. Le soir même, Lynx adresse un message radio. Objectif atteint, convoi intact, corridor praticable. Dans les jours suivants, le ministère annonce la duplication du modèle vers Gorma et Dori. L'effet d'entraînement s'amorce. Les cartes changent, non pas par conquête, mais par remaillage. L'impact psychologique est ce qui est majeur. L'armée devient service public, les civils partenaires. La peur recule. Cette bascule s'entend dans une phrase de mécanicien. La route est vivante, et nous aussi. Sous la surface héroïque se joue une transformation. Redéfinir la souveraineté. Non plus défendre un périmètre, mais relier des points. Ce octobre a valeur d'expérience. Et, dans la poussière, l'idée d'un Burkina Faso autonome circule enfin comme l'air chaud du soir. Ainsi naît un précédent, un corridor qui guérit, un convoi qui enseigne. Les chiffres, ici, ne sont pas ornements. Ils constituent la preuve. Avant l'opération, moins de 10 camions par mois atteignaient Mani. Après la reprise, 30 par semaine. Le rapport indique que le second indicateur montre que l'accès humanitaire. Plus de 60 000 personnes reconnectées à des vivres, médicaments, carburant médical, soit % de la population provinciale. La variation ne se lit pas dans les discours, mais dans les registres des dispensaires. Taux d'ouverture passé de % à % en 10 jours. Enfin, on note que communication. Le nombre de transmissions radio-régionales a quadruplé. La latence réseau s'est divisée par 2. Ces données, consolidées par les techniciens civils, confirment la logique corridor d'abord. Ibrahim Traoré avait annoncé un seuil. Quand le flux triple, la peur recule. Les relevés montrent qu'il ne s'agissait pas de rhétorique. Dans les villages libérés, l'activité commerciale progresse de % en volume. Ce sont de petits montants, mais une grande différence d'esprit. Vendre de jour, non plus de nuit. La doctrine s'appuie sur ses baselines et ses deltas. Chaque mission alimente un tableau de bord centralisé. La statistique devient langage de commandement. Le corridor Bogan-Mani sert de prototype. Standardiser la mesure pour multiplier la réussite. L'épreuve majeure reste la durabilité. Les relevés thermiques montrent déjà une reprise des mouvements hostiles en bordure. Pourtant, la constance du trafic neutralise la peur. Là où passent que de camions et bus, les rumeurs meurent plus vite que les embuscades. Cette rationalité logistique transforme la politique. Les décisions de sécurité reposent désormais sur métrique, non sur émotion. En ce sens, la doctrine de corridor équivaut à une révolution silencieuse. Chaque pourcentage gagné en mobilité équivaut à un point de confiance nationale. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, notent la cohérence.
Moins de bases étrangères, plus de circulation interne. C'est le calcul simple mais audacieux de Traoré. Moins de surveillance importée, plus de souveraineté mesurée. À l'échelle du Sahel, ces données valent fait manifeste. Prouver qu'une politique locale peut produire ses propres statistiques de paix. Quand les cartes logistiques remplaceront les communiqués militaires, on saura que la doctrine a mûri. Pour l'heure, chaque kilomètre entretenu est une ligne d'avenir. Le débat traverse administration et chancellerie. Certains estiment que le modèle Traoré n'est viable qu'à court terme. D'autres y voient un cadre reproductible, adaptable. Les faits invitent à nuancer. L'opération de Mani n'est ni miracle ni isolement. Elle intègre formation technique, discipline, intelligence du terrain. Les critiques redoutent un l'essoufflement. Les partisans soulignent la duplication déjà amorcée. La vérité probablement réside dans la dialectique. La souveraineté ne s'improvise pas, elle s'éprouve. Les observateurs régionaux reconnaissent un acquis. La population perçoit désormais l'État comme acteur de solution, non de crise. Ce basculement psychologique vaut 1000 armes. À long terme, l'autonomie exige 2 conditions, la maintenance des routes et la confiance civique. L'une sans l'autre ne suffit pas. Le corridor ne garantit pas la paix. Il rend la guerre plus coûteuse. Dans cette logique, l'équilibre des arguments devient outil de décision. La doctrine Traoré n'impose pas, elle démontre. Par l'expérience, elle déplace la preuve du champ diplomatique vers le terrain mesurable. La leçon, une nation peut débattre de ses moyens sans renoncer à sa dignité. Et chaque convoi, loin d'être symbole martial, devient paragraphe d'un raisonnement collectif. Tout change à ce moment. La doctrine cesse d'être théorie pour devenir pratique quotidienne. Le milieu du récit révèle ce déplacement. La victoire ne se compte plus en mètres gagnés, mais en craintes dissipées. Dans les ateliers, les femmes retissent les sacs de mil. Dans les écoles, les enfants récitent des cartes redevenues vraies. Un pays longtemps figé découvre la valeur du simple passage. L'image clé. Un camion poussiéreux croisant un bus scolaire. Cette rencontre anodine marque le point de bascule. La guerre recule face à la routine. À cet instant, la stratégie s'élève au rang de culture. Maintenir la route devient réflexe collectif. Et dans le sillage de cette normalité renaissante, le monde extérieur commence à observer non plus un champ de bataille, mais un laboratoire d'équilibre. Dans ces statistiques s'esquisse une cohérence politique. La preuve que la sécurité peut être endogène et mesurable. Ibrahim Traoré résume la philosophie. Souveraineté, c'est le droit de se mouvoir sans permission. Et cette phrase, reprise dans les médias, devient indicateur moral. Là où l'on circule, l'État existe. Dans les zones jadis isolées, l'administration revient d'abord par la route, avant même les bureaux ou les fonctionnaires. Les commerçants redéfinissent la confiance. 1 kilomètre entretenu vaut un contrat signé. Les jeunes, souvent candidats à l'exil, se forment désormais à la mécanique, au pilotage, à la topographie. Les femmes organisent dans des cantines pour les haltes du convoi. Les associations locales deviennent certaines partenaires de la logistique. Chaque profession trouve place dans la chaîne. Conducteur, réparateur, comptable, sentinelle. Le corridor n'est plus ligne militaire, mais colonne vertébrale économique. L'effet d'entraînement se voit jusque dans les capitales régionales. Stations-service rouvertes, antennes radio rallumées, marchés de gros réactivés. Les observateurs étrangers notent un gain symbolique. Pour la première fois, un succès africain non parrainé par l'extérieur sert de référence. Aux Nations Unies comme à l'Union africaine, le modèle burkinabé circule en étude de cas. Mais l'indicateur le plus parlant reste linguistique. Dans les villages, on ne dit plus « la route tue », on dit « la route protège ». Ce glissement de vocabulaire traduit une métamorphose. La peur collective devient routine constructive. Les anciens racontent que le silence des années passées pesait plus que les armes. Aujourd'hui, le bruit des moteurs est musique de paix, et c'est peut-être là le résultat le plus durable. Dans la poussière du Bogan Mani, le pays apprend que le mouvement vaut mieux que l'attente.
Le premier scénario s'appuie sur la continuité. Le corridor Bogan-Mani reste praticable. La maintenance hebdomadaire empêche l'érosion. Les convois reprennent un rythme mensuel régulier. Les indicateurs prévus sont les suivants. Stabilité macroéconomique autour de plus de 500, maintien des flux commerciaux, sécurité civile consolidée. Le risque principal est le suivant. Lassitude budgétaire et sursollicitation du même bataillon. La clé réside dans le fait que standardiser la doctrine pour la transférer à d'autres unités. Il n'apporte pas d'explosion de croissance, mais un socle durable, route ouverte, confiance entretenue, économie qui respire. L'hypothèse formulée est la suivante. Duplication du modèle vers 3 axes simultanés, Dori, Gorma, Djibo. Les moyens logistiques augmentent de Perng, de Pau, les ressources humaines, de Poisson. Les civils participent à la maintenance. La planification numérique permet d'anticiper les ruptures. Les résultats possibles seraient les suivants. Croissance, pourcent, réduction des incidents de sécurité, hausse de pourcent du trafic agricole. Ce scénario suppose une coordination régionale active. Les voisins adoptent la même logique, créant un réseau Sahel-Sud autonome. Les analystes y verraient l'étape du Traoré Doctrine, passer du corridor pilote à l'écosystème. La probabilité reste moyenne, mais la portée stratégique, considérable. Ce cas de figure transformerait la sécurité en bien public partagé. La diplomatie africaine y gagnerait une vitrine de résilience. L'hypothèse formulée est la suivante. Reprise d'attaques périphériques, crise énergétique, pression économique. Les convois se raréfient. La maintenance cède à l'improvisation. Cela aurait pour conséquence que baisse de pourcent du trafic, ralentissement des échanges, retour progressif de la peur. Le moral des troupes décline. La population doute. Ibrahim Traoré devrait alors arbitrer entre sécurisation locale et mobilisation nationale. Sans ressources suffisantes, la doctrine risquerait de se figer en symbole. Mais même affaiblie, elle laisserait une empreinte durable. L'idée qu'une nation peut tenter seule sa reconstruction. Sur la route redevenue sûre, les chiffres s'effacent un instant pour laisser place aux voix. Elles ne viennent pas des bureaux, mais des marges, des écoles, des marchés, des gares routières. Une institutrice de Mani dit simplement « Nous avons rouvert sans ordre, parce que les enfants attendaient. » Un chauffeur de camion résume autrement « Je traverse sans escorte. » Ta. Et tout, une vendeuse de beignets ajoute « Je gagne moins, mais chaque jour. » Ces 3 phrases suffisent à mesurer le basculement psychologique. La peur quotidienne se dissout plus lentement qu'elle ne s'installe, mais elle s'efface. Dans les bourgs, le soir redevient bruyant. Les radios locales reprennent leurs émissions. On y diffuse musique, petites annonces, bulletins météo. Les conversations reprennent sur les places. La rumeur d'insécurité, autrefois immédiate, est remplacée par celle des convois annoncés. Un bruit de moteur qui devient promesse. Les ONG constatent la même tendance. Baisse des déplacements forcés, redémarrage du commerce de proximité, retour des marchés hebdomadaires suspendus depuis 4 ans. Les sociologues parlent d'un indicateur invisible. Le rire des enfants. Là où il revient, la reconstruction suit. Cette mesure non quantifiable vaut pour donner. Elle indique que la sécurité ne se décrète pas, elle se ressent. Dans cette symphonie discrète, chaque profession retrouve sa note. Les instituteurs reprennent les cahiers, les chauffeurs les routes, les cultivateurs les champs, les femmes les étals. La normalité, ici, n'a rien d'abstrait. Elle est vécue, audible, répétée. Le corridor, hier ligne de front, devient colonne vertébrale sociale, et les citoyens, redevenus acteurs, transforment l'opération militaire en mouvement collectif. C'est ainsi que la doctrine quitte les rapports pour habiter les conversations, preuve ultime qu'une politique publique réussit quand elle change le ton du quotidien. La victoire d'un jour n'a de valeur que si elle devient méthode. C'est pourquoi le commandement a converti le succès du corridor en plan structuré, mesurable, transmissible. Des images satellites croisées avec les relevés des unités locales servent désormais de base à une carte dynamique mise à jour chaque semaine.
Chaque groupe inclut artificiers, mécaniciens, logisticiens et opérateurs drones, un échantillon de souveraineté appliquée. Les ingénieurs municipaux reçoivent une formation express pour inspection et signalement des dégradations. Sondage mensuel et comptage du trafic deviennent indicateurs prioritaires, au-dessus même des statistiques d'incidents. Une agence nationale des corridors sécurisés doit être créée avant la fin de l'année. Son mandat consiste à coordination interrégionale, collecte de données, diffusion des standards. Le calendrier prévoit un maillage complet du territoire d'ici 18 mois. La devise reste la même: former, réparer, recommencer. Chaque boucle d'apprentissage renforce la suivante. Chaque convoi réussi devient manuel d'instruction. Les observateurs parlent d'une ingénierie politique où la maintenance remplace le discours. Les sceptiques redoutent la lassitude. Mais l'équipe de Traoré répond par la régularité. Tant que les moteurs tournent, la doctrine vit, car la souveraineté ici n'est pas un acte ponctuel, c'est une discipline. Et comme toute discipline, elle s'entretient, se mesure, s'ajuste. Chaque kilomètre praticable équivaut à une page d'avenir, et chaque route entretenue à une ligne de continuité nationale. Le soir, la lumière se couche sur Manille comme un rideau de cuivre. Le puits réparé continue de couler, régulier, obstiné. Les enfants y jouent, se mirent dans l'eau claire, la même qui manquait la veille encore. Le capitaine Lynx observe la scène sans parler. La route a tenu, le pays respire. À cet instant, tout revient. Les bombes désamorcées, la poussière, les visages. Rien n'a été simple, rien n'a été gratuit. Mais l'effort a laissé une empreinte, celle d'un peuple capable de se remettre debout, sans qu'on le relève. Ibrahim Traoré, dans un communiqué bref, résume ce moment. « Nous n'avons pas gagné une bataille, nous avons rouvert un passage. » Cette phrase, reprise par les radios communautaires, devient refrain. Elle transforme la victoire en discipline. Rouvrir, entretenir, transmettre. Le souvenir du puits et de la route fusionnent. L'eau et le goudron, deux signes d'un même recommencement. Le corridor n'est plus un champ de guerre, mais un miroir. Et dans ce miroir, le Burkina Faso voit enfin non pas ce qu'il fut, mais ce qu'il peut devenir. Car la flamme qui brûlait la terre est devenue lumière du soir, celle d'un pays qui a choisi de continuer à avancer. Le corridor Bogan-Manille n'est plus seulement une bande d'asphalte. Il est devenu une idée, celle qu'un pays peut tracer son propre chemin, même au milieu des tempêtes. Ce n'est pas une légende héroïque, mais une pédagogie du possible. Elle dit que la reconstruction commence toujours par un pas mesuré, suivi d'un autre, puis d'un autre encore. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement rouvert une route, il a rouvert un horizon. Et cet horizon ne concerne pas que lui. Il interroge tout le continent sur la manière de retrouver la maîtrise de ses voies, de ses flux, de son rythme. Le monde regarde, parfois avec scepticisme, parfois avec respect, mais la vraie question reste locale. Combien de routes dorment encore, attendant qu'on ose les franchir? Aux lecteurs, aux auditeurs, aux décideurs, ce récit laisse une invitation. Observer, comprendre, débattre et peut-être imiter. Car chaque kilomètre entretenu, chaque école rouverte, chaque marché rallumé est un chapitre supplémentaire de la même histoire, celle d'un pays qui avance parce qu'il choisit de se mettre en mouvement.